Bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames, messieurs, chefs d'entreprise. Nous avons encore l'honneur de vous accueillir pour ce webinaire dans la série des webinaires Covid-19 organisés par la CCI Martinique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de prévention des risques professionnels et des financements qui sont proposés par la Caisse générale de sécurité sociale en la matière. Nous sommes avec Monsieur Éric Capgras, que je vais laisser se présenter un petit peu plus tard, qui est contrôleur de sécurité à la direction santé et risques professionnels de la CGSS, et avec Monsieur Julien Jacques, qui est ingénieur conseil à la CGSS Martinique, toujours, direction santé et risques professionnels. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon. Quelques recommandations pratiques avant d'aller dans le vif du sujet pour le bon déroulement de ce webinaire. Nous vous invitons à bien penser à couper vos micros et caméras. Pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinaires, vous le savez, pour ne pas nuire à la qualité du débit. N'hésitez pas à interagir et à poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, en faisant normalement Alt plus H, vous avez normalement accès à un petit canal de discussion. Et donc, vous pouvez interagir dans ce canal de discussion. Les questions que vous avez au fil du webinaire peuvent être aussi posées dans ce fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à les poser et nous prendrons le temps d'y répondre avec les intervenants, M. Capgras et M. Jacques, juste après leur présentation. Et autre information, le webinaire sera rediffusé, enfin, vous aurez accès au replay sur la page Facebook et sur la page YouTube de la CCI Martinique dans la semaine, enfin, d'ici la semaine prochaine, normalement. Voilà, pour tous les participants. Vous aurez aussi une foire aux questions. Donc, si certaines questions n'ont pas pu trouver réponse aujourd'hui, suivez bien, restez connectés à la page Facebook de la CCI et vous retrouverez en fait avec le webinaire une foire aux questions où vous retrouverez les réponses apportées. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter du coup par nos différents canaux que je cite, que je rappelle. Donc, le numéro VA qui est quand même le principal moyen de communication. Donc, vous pouvez appeler tous les jours de 8h à 18h, du lundi au samedi, 0800 28 10 28. Et donc, vous avez des conseillers CCI Martinique qui répondent à toutes vos questions en lien avec les aides, l'éligibilité aux aides, les dépôts de dossiers. Voilà, donc sur toutes vos questions pratiques et sur la reprise aussi, les conditions de reprise. Je suis un restaurateur, qu'est-ce que je dois mettre en place, comment je peux faire, les distances de sécurité, la cuisine, comment organiser tout ça. Voilà, vous trouverez réponse à ce numéro vert 0800 28 10 28, où vous pouvez aussi appeler à l'accueil de la CCI et demander à être mis en relation avec un conseiller sur ces aspects. Nous vous invitons aussi, à vous qui participez, à rester connectés à nos différents réseaux, donc le site internet de la CCI Martinique, évidemment, sur lequel on a mis en place un chatbot. Donc, c'est un module qui vous permet, en posant vos questions simplement, d'avoir un premier niveau de réponse. La page Facebook, où on publie régulièrement des actualités sur tout ce qui bouge au niveau national comme local, les aides spécifiques du tourisme, le guide de la reprise, enfin bon, voilà, on publie beaucoup d'informations à jour. LinkedIn et Twitter aussi, vous trouverez toutes les informations. Et juste un petit rappel avant d'aller dans le vif du sujet, un autre rappel pour les participants à ce webinaire et ceux qui regarderont aussi le replay, souvenez-vous que il y a le fonds de subvention territoriale, c'est une aide pour toutes les entreprises qui ont été impactées par la crise du Covid, c'est une aide de la collectivité territoriale de Martinique. Donc, à partir du moment où vous avez eu une baisse importante de chiffre d'affaires, théoriquement, vous êtes éligible à cette aide qui peut aller jusqu'à 10 000 euros. Donc, voilà, j'en parle rapidement, je rappelle, parce que, enfin, pourquoi je le rappelle, celle-ci spécifiquement, parce que vous avez jusqu'au 15 juin, normalement, enfin, en tout cas, c'est ce qui est affiché sur la plateforme, vous avez jusqu'au 15 juin pour déposer votre dossier. Et quand vous déposerez votre dossier, vous serez invité à sélectionner un mandataire, c'est-à-dire quelqu'un qui va valider la cohérence de votre dossier et le transmettre à la CTM. Donc, parmi les mandataires, vous pouvez bien sûr sélectionner la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, votre expert comptable s'il en fait partie, Martinique Développement ou la Chambre des métiers de l'artisanat qui fait partie des mandataires. Donc, vous avez une liste et voilà. Donc,
Donc, n'hésitez pas, mais si vous voulez solliciter cette aide, sachez que les délais sont courts. La date officielle, c'était jusqu'au 30 mai ou 31 mai, enfin, je ne sais plus. Elle a été reportée jusqu'au 15 juin, donc voilà, les délais sont très courts. Et si vous souhaitez bénéficier de cette aide, je peux en reparler un petit peu plus tard, on peut répondre à vos questions. Mais déjà, n'hésitez pas à aller sur le site de la CTM et à regarder un petit peu plus en détail. Donc, je ne vais pas être plus long sur cet accompagnement et ces aides Covid. Je vais laisser la parole du coup à M. Capgras et à M. Jacques, qu'ils puissent se présenter et vous présenter les aides qui sont proposées par la CGSS pour prévenir les risques professionnels, les risques sanitaires en lien avec la propagation du virus Covid-19. Je vous laisse la parole et merci beaucoup pour votre participation et vos interventions. Merci, Bonjour. M. Radon. Bonjour. Je vais commencer. Hein. Je vais me présenter d'abord. Julien Jacques, donc ingénieur conseil régional à la Caisse générale de sécurité sociale. En introduction, présenter un peu la direction des risques professionnels, en précisant un peu certaines évolutions. Cette direction des risques professionnels, aujourd'hui, est rattachée à la direction santé. Donc, ce qui est intéressant dans ce rattachement, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à discuter au sein de cette direction des problématiques de santé, ainsi que des problématiques de santé au travail, et de faire le lien, surtout en termes d'accompagnement des entreprises, accompagnement du particulier et du bénéficiaire, et surtout en termes de dépenses, de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les dépenses, que ce soit de santé ou de santé-travail, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des problématiques psychosociales au travail qui passent souvent au niveau de la branche santé. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité sur ces éléments-là. En ce qui concerne la direction des risques professionnels, donc bien sûr, nous avons un certain nombre de moyens d'action d'entreprise qui portent essentiellement sur, c'est notre cœur de métier, le conseil et l'expertise, avec une équipe de 7, bientôt 8 contrôleurs répartis par secteur d'activité, par thématique. Donc, quand je dis secteur d'activité, c'est le bâtiment, la restauration, le secteur de l'agriculture, le secteur des garages automobiles. Quand je parle de thématique, ce sont les problématiques que rencontrent la majorité des chefs d'entreprise et des salariés, qui sont les risques psychosociaux, les problématiques de TMS ou les problématiques d'accident de plein pied, d'exposition à des poussières ou des produits toxiques. Donc, en fonction des thématiques abordées, un contrôleur référent aujourd'hui, compte tenu de la diversité de la réglementation, la diversité des moyens et des bonnes pratiques mises en place, a en charge d'accompagner les entreprises. Nous avons aussi un volet formation qui est assez important. Donc, on forme quand même pas mal de personnes aujourd'hui en entreprise, donc que ce soit de la formation initiale, puisque aujourd'hui on intervient aussi dans les écoles, que de la formation continue. Une partie qui porte sur la prévention de la désinsertion professionnelle, donc les salariés qui aujourd'hui sont face à des problématiques de désinsertion professionnelle au travail, face à une maladie contractée au suite d'un accident de travail, ou une maladie qui peut être même pas ne pas être liée directement au travail aussi, ou encore par rapport à une problématique particulière. Donc, nous avons un volet accompagnement de ces personnes en situation sociale difficile. Un gros support de relations avec des partenaires, car nous travaillons avec beaucoup de partenaires, des organismes de formation, les organisations syndicales, patronales, les institutions d'une façon générale et surtout avec les services de l'État. Et puis un dernier volet qui porte sur l'accompagnement financier des entreprises. Alors, il y a aussi un service aujourd'hui qui a en charge, enfin, je dis un petit service, c'est quand même un gros service qui a en charge la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Donc, ce service va sur le terrain s'assurer, en fonction des déclarations qui sont faites, s'assurer que ces entreprises ou que les demandeurs, quand il s'agit d'une demande d'accident, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que cette demande est bien sûr en lien avec le travail. Alors,
Je vais entrer un peu plus dans le sujet. Je vais laisser la parole à M. Capgras qui va se présenter. Après, je vais entrer un peu plus dans le sujet de la sauf si je le fais tout de suite. Et après, je donne la parole à M. Capgras. Comme ça, ce sera fait. Il va enchaîner, puis je fais la suite. Alors, sur le COVID, simplement en introduction, ce que je voulais dire, c'est que le COVID a 5 problèmes majeurs qui sont d'abord un problème de santé publique. Donc, santé publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise doit, dans le cadre de son activité, bien sûr, protéger les salariés, mais quand elle reçoit du public aussi, s'assurer qu'il n'y ait pas une propagation du virus, que ce soit vers les salariés ou encore dans le public. Il y a une problématique de santé-travail, donc la connaissance du virus et de sa propagation est une chose importante à connaître. Et puis aussi une problématique d'atteinte psychologique, puisqu'on sait très bien que dans le cadre de la reprise du travail, les salariés peuvent être atteints psychologiquement, que ce soit dans les cadres de continuité d'activité ou de reprise d'activité. Les gens doivent travailler chez eux. Tout ça peut avoir un impact fort. Il y a aussi une problématique forte qui est une problématique réglementaire, la réglementation autour de la problématique du COVID-19. Bien sûr, on sait tous que le chef d'entreprise est en charge de l'évaluation des risques professionnels. Dans ce cadre-là, nous avons participé, M. Capgras, moi-même et toute l'équipe du service prévention, un certain nombre de groupes de travail au niveau national et au niveau régional pour pouvoir permettre à tout un chacun d'améliorer sa connaissance sur le risque biologique et puis bien sûr les problématiques liées aux pandémies en entreprise, aux pandémies d'une façon générale. La dernière problématique, et là je vais laisser la parole à M. Capgras qui va se présenter aussi, est une problématique qui est essentiellement économique parce que nous savons tous que les entreprises d'une façon générale, quel que soit le secteur d'activité, même avec les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité qui se sont mis en place, les accompagnements dans le cadre de chômage partiel, etc., il y a des entreprises qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations économiques particulièrement difficiles. Pendant la période du confinement, les équipes de l'assurance maladie ainsi que les équipes de la CGSS Martinique, en particulier par le service prévention, ont participé à l'élaboration d'un dispositif pour permettre aux entreprises de bénéficier d'accompagnement durant cette période et surtout dans cette période de reprise. Et je laisse M. Capgras, accompagnement financier, et je laisse M. Capgras vous en parler un peu plus dans les détails. Oui, donc, bonjour à tous. Donc, Éric Capgras, je suis contrôleur de sécurité au service prévention des risques professionnels. Je m'occupe plus particulièrement d'agriculture et d'hôtellerie-restauration. Et aujourd'hui, à la demande de la CCM, nous allons vous parler de l'aide financière COVID qui vient d'être mise en place en lien avec la pandémie que nous subissons. Et M. Jacques va vous parler également, en fin d'intervention, globalement des aides financières que nous avons en place actuellement hors COVID, plus particulièrement de l'aide financière PrEP+. Donc, je vais vous présenter cette aide. Voilà, donc c'est une aide qui a été mise en place, donc, comme vous le savez, très récemment après cette crise liée au coronavirus. Cette aide devrait permettre aux entreprises, aux TPE notamment, donc des entreprises de moins de 50 salariés et aux travailleurs indépendants, d'améliorer la prévention des risques professionnels au sein de leur entreprise. Donc, ce sont des subventions qui sont proposées par l'assurance maladie et risques professionnels et qui sont, dans notre cas, versées par la caisse régionale, par les caisses régionales et plus particulièrement en Martinique, donc par la CGSS Martinique. Donc, on va aborder ces différents points. Donc, l'objectif de cette subvention de prévention COVID, les bénéficiaires, les critères d'éligibilité, les éléments financiers, le financement lui-même, la demande de subvention, les justificatifs nécessaires,
un petit volet rapide sur la lutte contre les fraudes et M. Jacques qui va vous parler à la fin des aides financières, des autres aides financières. Alors, quel est l'objectif de cette subvention prévention Covid? Tout simplement, vous aider à mettre en place des solutions temporaires ou permanentes qui visent à prévenir la transmission du coronavirus en milieu professionnel. L'objectif de cette subvention de prévention est donc de réduire significativement l'exposition des salariés au coronavirus avec la mise en place de mesures barrières et de distanciation physique et également de mesures d'hygiène et de nettoyage. On a, depuis le début de cette pandémie, entendu beaucoup parler de ces mesures de distanciation. On parlait de mesures de distanciation sociale. Dans le cadre de l'entreprise, on va plus parler de mesures de distanciation physique. Alors, quels sont les bénéficiaires? Donc, je l'ai dit en préambule, ce sont les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, 1 à 49, et qui dépendent du régime général, à l'exclusion donc des établissements qui sont couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Concernant l'effectif pris en compte, ce sera bien sûr l'effectif moyen de l'entreprise sur l'année. C'est-à-dire que ce sera l'équivalent temps plein sur une année qui sera pris en compte. Une attestation URSSAF, donc intitulée attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois, devra être fournie avec votre demande. Les critères d'éligibilité, alors là, je m'adresse plus spécifiquement aux TPE, PME, donc moins de 50 salariés. Ces entreprises, bien sûr, comme vous le savez tous, pour ceux qui ont déjà reçu une aide financière de notre part, les entreprises doivent bien sûr cotiser au régime général de la sécurité sociale en tant qu'employeur, donc être à jour de leur cotisation, a priori, et être implantées en France métropolitaine et dans notre cas, dans un département d'outre-mer. Il faut savoir que dans le cas particulier des départements d'outre-mer, les investissements défiscalisés qui bénéficient déjà d'une aide de l'État et qui prennent la forme d'une location longue durée sans transfert de propriété, sans échéance, ne sont pas pris en charge par les subventions de prévention TPE. Et l'entreprise doit avoir également un effectif national, donc un SIRAN, compris entre 1 et 49 salariés. Tenir bien compte du SIRAN, c'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir plusieurs établissements. Et donc, si sur l'ensemble des établissements, elle est au-delà de 49 salariés, ce ne sera pas possible. L'entreprise doit, comme M. Jacques le disait en préambule, avoir réalisé et mis à jour le document unique d'évaluation des risques depuis moins d'1 an, comme la règle le demande, et le tenir à la disposition de la caisse si celle-ci la demande à le consulter. C'est normal. On doit déclarer également sur l'honneur ne pas bénéficier d'une aide publique portant une aide financière sur le même investissement. Donc, de ne pas bénéficier d'une aide par ailleurs, d'une aide publique notamment, sur le même investissement. Par contre, cette subvention ne sera pas attribuée si l'entreprise, pour ceux qui connaissent déjà, bénéficie d'un contrat de prévention déjà, ou en a bénéficié au cours des 2 années précédentes. Et nous sommes en 2020, donc avant 2018, il ne faut pas avoir bénéficié d'un contrat de prévention. L'entreprise fait également l'objet, pour l'un de ces établissements, d'une injonction ou d'une cotisation supplémentaire. Donc, toute entreprise qui est sous le coup d'une injonction actuellement ne peut pas prétendre à ce type d'aide, à une aide financière, de manière générale, y compris dans le cadre d'une faute inexcusable. Ces équipements ne seront pas attribués également. Cette subvention ne sera pas attribuée également si les éléments ont été commandés avant la date
de début de la subvention, que je peux vous le dire dès maintenant. Normalement, cette subvention, elle va du 14 mars au 31 juillet, c'est-à-dire que les équipements, les investissements devront être faits entre le 14 mars et le 31 juillet, mais l'entreprise a jusqu'au 31 décembre pour en faire la demande. Donc, les éléments ont été commandés avant la date. Si les éléments ont été commandés donc avant le 14 mars, ça veut dire que l'aide ne pourra pas être attribuée. Ça, c'est sûr. Si les éléments ont été financés par Petit Bail non plus, on l'a dit précédemment, et si l'entreprise bénéficie d'une autre aide publique pour le même financement de matériel ou d'équipement en mesure de protection contre le COVID-19. Concernant les travailleurs indépendants, d'ailleurs, c'est un petit peu les seules différences qu'il y a entre les aides TPE, PME et les travailleurs indépendants. Pour bénéficier de la subvention TPE, le travailleur indépendant doit répondre donc, aux conditions suivantes. Donc, comme pour les autres, cotiser au régime général de la sécurité sociale ou être implanté dans les DOM ou en France métropolitaine. Les investissements défiscalisés qui bénéficient déjà d'une aide de l'État et qui prennent une forme d'une location longue durée sans transfert de propriété sans avant échéance ne sont pas pris en charge non plus par les subventions prévention TPE. Et bien sûr, par contre, dans le cadre de travailleurs indépendants, ne pas avoir de salarié à la date de la demande de subvention. Ce qui paraît logique par rapport au fait des travailleurs indépendants. Par contre, également, cette subvention ne sera pas attribuée dans les mêmes conditions si les éléments n'ont pas été commandés avant la date de début de subvention, les éléments étaient financés par Crédit Bail et le travailleur indépendant bénéficie d'une autre aide publique pour le même financement de matériel ou d'équipement en mesure de protection contre le COVID-19. Alors, quels sont les éléments financés? Alors, tout d'abord, les éléments financés par cette subvention prévention TPE, ce sont les mesures barrières. Donc, c'est pour des mesures barrières et de distanciation physique, des mesures d'hygiène et de nettoyage, et en option, je précise bien en option, le financement de masques, visières et du gel, c'est-à-dire pour réapprovisionner, par exemple, son distributeur de gel hydroalcoolique, uniquement si au moins une des mesures barrières et de distanciation physique est mise en place. Je pense que c'est important de retenir cette notion. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier, je pense que tout le monde a compris, mais je le dis quand même, pour pouvoir bénéficier, par exemple, de l'acquisition d'une visière, d'une seule visière, par exemple, il faut que l'entreprise ait mis en place, par exemple, des mesures barrières et de distanciation physique, genre plexiglas, vitre, enfin, tout ce qui peut permettre une séparation physique qui va protéger le salarié. Je m'arrête bien sur ce point-là parce qu'il y a déjà eu des questions par ailleurs. Bon, pour les masques, bon, je vous ai mis un lien qui va vous permettre de voir quels sont les masques qui sont conformes et recommandés par le ministère du Travail. Donc, je ne m'arrête pas là-dessus. Alors, quelles sont ces mesures qui sont financées de mesures barrières de distanciation physique? Donc, ce sont les mesures qui vont permettre d'isoler le poste de travail et les contacts. Par exemple, la prise en charge de la pose de vitres, des plexiglas, des cloisons de séparation, des bâches, etc., des écrans fixes ou mobiles. Des mesures qui vont permettre de guider et faire respecter les distances sociales prises en charge, telles que les guides-fils, les poteaux aigris, les approches murales, les barrières amovibles, des cordons et seringues associés de chariots pour transporter les poteaux, les grilles, les barrières et les cordons. Les locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances sociales dans le cadre d'une prise en charge, du montage et du montage, et 4 mois de location. Donc, ce qu'on prend en charge, c'est 4 mois de location. Les mesures permettant de communiquer visuellement hors support à transmettre, c'est-à-dire la prise en charge d'écran, les tableaux, supports d'affiches, etc. Par contre, les éléments à usage unique, comme vous le voyez, scotch, peinture, ruban, vous voyez les rubans que vous mettez pour faire le respect de la distance.
les films plastiques, recharge paperboard, etc., ne sont pas pris en charge. Et donc, je disais qu'il y avait les mesures barrières et de distanciation physique qui sont prises en charge, et également les mesures d'hygiène et de nettoyage. Pour les mesures d'hygiène et de nettoyage, ce sont les installations permanentes qui vont permettre le lavage des mains et du corps, et par exemple une douche, la mise en place d'une douche, et la prise en charge du matériel installé. Il y a prise en charge du matériel installé et des travaux de combine nécessaires à l'installation. C'est-à-dire que si vous mettez en place une douche, tout simplement, donc on prend en charge également les travaux de plomberie nécessaires à la mise en place de cette. Les installations temporaires et additionnelles telles que toilettes, lavabo, douche, prise en charge de l'installation et enlèvement, et 4 mois de location. Alors, seuls les éléments listés précédemment, donc tout ce que j'ai dit auparavant, qui peuvent être subventionnés. Pour exemple, donc, les tablettes, les ordinateurs portables, les smartphones, les transpalettes ne sont pas subventionnés dans le cadre de la subvention prévention COVID. Je le précise pour le cadre de la subvention prévention COVID, parce qu'un transpalette électrique, par exemple, peut être subventionné dans une autre type d'aide. Alors, le financement lui-même. L'entreprise pourra bénéficier de la subvention pour les équipements et consommables listés, donc ce dont on a parlé auparavant, à hauteur de 50% du montant hors taxe de son investissement. C'est-à-dire que l'entreprise devra avoir un investissement minimum de 1 000 € et 10 000 € maximum. Et le montant de la subvention versée par la caisse, si c'est de 50%, donc ce sera de entre 500 et 5 000 €. Pour rappel, une entreprise multi-établissement, donc avec un sirant et plusieurs sirettes, pourra faire plusieurs demandes, donc une par établissement pour cette subvention si son effectif total reste inférieur au seuil de 49 salariés, mais le total des montants versés par la caisse ne pourra pas dépasser 5 000 €. Par exemple, si vous avez 3 établissements, si on vous aide sur 5 000 € sur un des établissements, c'est que les 2 autres ne pourront bénéficier de rien du tout. Pour être clair. Par contre, si sur un établissement, vous avez bénéficié, je ne sais pas, de 2 500 € d'aide, sur un autre établissement, vous pouvez encore bénéficier de 1 000 ou de 500, et sur le troisième, du reste. Si je puis m'exprimer ainsi. Concernant les travailleurs indépendants, c'est un petit peu la petite différence, c'est au niveau du montant. C'est-à-dire que le travailleur indépendant devra avoir un investissement minimum de 500 €, et par contre, il peut aller jusqu'à 10 000 € maximum, ce qui va nous permettre de l'aider à hauteur de 250 € jusqu'à 5 000 €, toujours dans l'esprit des 50%. Le travailleur indépendant pourra faire plusieurs demandes pour cette subvention, mais le total des montants versés par la caisse ne pourra pas dépasser 5 000 €. Concernant la demande de subvention, le budget dédié à la subvention étant limité, à la subvention prévention COVID étant limité, donc bien sûr, c'est premier arrivé, premier servi, d'une seule façon de parler. On va privilégier les demandes de prévention selon l'ordre chronologique d'arrivée. Donc, effectivement, premier arrivé risque d'être premier servi. Le versement de la subvention ne sera plus possible, bien sûr, lorsque le budget sera épuisé. Malheureusement, je dirais pour ceux qui feraient une demande alors qu'on est encore dans les délais et que le budget sera épuisé. Donc, si vous savez que vous êtes dans les comptes, je vous invite à faire très rapidement votre demande. Cette subvention prévention TPE ne concerne que les acquisitions, comme je l'ai dit tout à l'heure, réalisées du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020, ou les locations commencées pendant cette période, ni avant, ni après. La demande de subvention se fera avec le formulaire de demande de subvention dûment complété et accompagné des pièces justificatives demandées
de l'entreprise pour le travailleur indépendant enverra de préférence par mail. Donc, c'est surtout par mail actuellement. Pour le moment, nous ne pouvons pas recevoir de courrier. À l'adresse suivante, donc subvention avec s.entreprise avec s @cgss-martinique.fr. Et donc, cette demande doit être envoyée à la caisse avant le 31 décembre 2020. Très rapidement, les justificatifs nécessaires donc, au versement de cette subvention. Le versement de la subvention se fait bien sûr en une seule fois, bien sûr, après réception et vérification des pièces justificatives. En paiement du formulaire de demande dûment complété de l'attestation URSSAF, l'entreprise devra fournir donc un RIB électronique, une déclaration sur l'honneur de ne pas bénéficier d'une autre aide publique pour le même financement de matériel ou d'équipement, et le duplicata ou une copie certifiée conforme de la ou des factures acquittées. Et en l'absence de facture délivrée, un ticket de caisse et une attestation sur l'honneur à l'entête de l'entreprise pourront être acceptés s'ils présentent les indications suivantes, à savoir les achats effectués, la mention acquittée, la date et le mode de règlement associé. Bien sûr, les factures faisant référence à des comptes commandes établis entre le 14 mars et le 31 juillet seront aussi prises en compte. Alors, nous nous engageons, enfin, la Caisse s'engage à aider financièrement l'entreprise ou le travailleur indépendant dans les conditions stipulées, sans qu'il puisse toutefois en résulter une quelconque mise en cause de sa responsabilité. L'entreprise assumant seule les conséquences de toute nature de ses investissements et ses actions en matière de prévention. Enfin, excusez-moi. La lutte contre les fraudes, bien sûr, on en fait également un peu. Dans le cadre de la politique de lutte contre les fraudes, donc le présent dossier est susceptible d'être contrôlé par des visites sur le site. Donc, nous allons venir voir si effectivement les investissements ont été faits, s'ils correspondent aux factures, etc. Donc, être contrôlé par des visites sur le site, par les agents des caisses qui exigeront d'abord le matériel ou équipement subventionné, ainsi que les justificatifs originaux et les éléments liés aux attestations sur l'honneur. Les fournisseurs, comme nous le voyons, peuvent aussi être interrogés. Bon, ils sont habitués. Si le matériel ou équipement n'est pas monté, n'est pas installé, n'est pas visible, donc lors de notre visite, si les prestations n'ont pas été réalisées ou si les déclarations sur l'honneur se révélaient erronées, la Caisse demandera par voie de contentieux le remboursement de la totalité de l'aide financière accordée. Et ça, c'est déjà arrivé aussi, malheureusement. Bien sûr, un document unique d'évaluation des risques non réalisé ou mis à jour depuis plus d'un an constitue également une fraude. Une fraude doublée du non-respect d'une obligation réglementaire qui sera traitée en conséquence. Et enfin, les autres aides financières, je demandais à M. Miguel Radon d'aller sur le lien. D'autres aides financières pour l'amélioration des conditions de travail sont disponibles à la direction de la santé et des risques professionnels. Vous pouvez y accéder en vous rendant sur le site, en passant par le lien de la DRP. Si vous tapez dans le Google DRP Martinique, une fois que vous y arrivez, vous allez sur le site de la DRP Martinique et aide financière. Julien, c'est à toi. Alors, merci Eric. Tu auras donc nommé le... voilà. Alors, là, vous êtes sur la partie formation. Voilà. La partie aide financière, c'est juste celle qui est avant formation. Donc, en tapant dans n'importe quel moteur de recherche, voilà, allez sur ici, aide à l'investissement. Retournez sur aide financière, aide à l'investissement, voilà. Voilà, donc vous avez ici un peu d'explication sur un peu les conditions d'accès à l'aide financière. Et si vous descendez un peu plus bas sur le
la page. Allez-y encore. Ah, donc vous n'avez peut-être pas tapé Non, sur non, le bon. Remontez. Remontez. Allez sur aide financière, dans l'onglet Oui, aide financière. aide financière. Cliquez dedans, voilà. Aide à l'investissement. Ouais, c'est bon. Aide à l'investissement, voilà. c'est bon. Normalement, yeah. Et dedans, vous avez, si vous descendez, donc vous avez une partie d'explication et là, vous avez toutes les aides financières accessibles au niveau du service prévention qui portent sur 2 sujets. Donc, les thématiques, vous avez un certain nombre de thématiques, TMS, les problématiques de couteau, donc l'utilisation du couteau par rapport au TMS, si vous continuez à descendre. Les échafaudages, la propreté, et puis on retrouve aussi par secteur d'activité, donc le bâtiment travaux publics avec bâtir plus des stops amiantes, l'aide à domicile, on retrouve aussi des aides financières un peu dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur les aides financières que nous proposons, elles permettent à quasiment toutes les entreprises de pouvoir bénéficier d'une aide à l'acquisition de matériel ou encore à la réalisation de formations. Donc, on voit l'hôtellerie-restauration, par exemple. Film Plus, c'est pour l'agroalimentaire. Toutefois, en complément de ce que vient de dire M. Capgras, donc l'aide financière qui est juste en haut, si vous remontez, M. Miguel, si vous remontez jusqu'en haut, voilà, Preuve Plus. Donc, Preuve Plus, c'est l'aide financière qui est en début de tableau. C'est une aide financière que nous avons créée, donc c'est une aide financière régionale que nous avons créée en 2019 et qui permet aux entreprises, sous présentation, suite à un diagnostic portant sur les risques professionnels, par le biais d'une formation-action, de bénéficier de l'achat de matériel, puis de la formation à l'utilisation de ces équipements. Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, toutes les autres aides financières sont fléchées sur une liste précise de matériel. Cette aide financière offre un champ nouveau. C'est la seule aide financière régionale de ce type dans toutes les régions de France qui permettent, sur la base d'un diagnostic réalisé par des cabinets de consultants que nous avons référencés, de bénéficier de l'achat de matériel issu du diagnostic et aussi de pouvoir bénéficier d'une aide pour la réalisation de formations à l'utilisation de ces matériels. Alors, si vous pouvez retourner sur le diaporama. Je vous laisse, M. Capgras, l'afficher à nouveau. Oui. Et vous le voyez là? C'est bon. Si tu peux aller sur les dernières. Voilà. Un clic pour moi. Tu veux Preuve Plus ou? Voilà, juste là. Non, l'option 1. Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur cette aide, c'est qu'il y a 3 options. La première option, qui est l'option 1, permet donc à l'entreprise de bénéficier sur la base d'un diagnostic de 70% du montant de la facture d'un cabinet conseil. Donc, aujourd'hui, nous avons à peu près une bonne trentaine de cabinets de consultants qui sont référencés pour pouvoir accompagner les entreprises et donc pouvoir les aider sur le management de la santé et sécurité au travail, sur l'évaluation des risques professionnels, donc mettre à jour ou réajuster le document unique en intégrant les problématiques COVID, c'est quelque chose que l'on peut accompagner aujourd'hui. On considère que intégrer les problématiques COVID pour la réalisation d'un document unique, c'est quelque chose de très fastidieux parce qu'il faut repasser tous les postes de travail. Il faut réanalyser toutes les situations de travail et c'est quasiment comme refaire un document unique. Donc, nous accompagnons les entreprises sur la réalisation du document unique en intégrant le risque COVID. Les fiches de poste
Donc, la mise à jour des fiches de poste de travail, fiches de poste sécurité sont finançables. Les problématiques de risques psychosociaux aussi, donc tout ce qui est accompagnement sur les risques psychosociaux, la violence externe, les relations humaines au travail, le risque routier, le risque chimique, l'accompagnement des nouveaux et les risques liés à la coactivité ainsi qu'au recours à l'intérim. Tous ces dispositifs-là peuvent faire l'objet d'un accompagnement financier dont le montant est indiqué sur la dernière colonne du tableau. Et dans la même aide, l'entreprise peut cumuler donc l'ensemble de ces thématiques d'accompagnement sur la base d'un plafond de 7 000 euros. Donc, elle peut faire du management, du risque RPS, plus du risque routier, et nous accompagnons 70% de ces 7 000 euros. Tu peux passer à la page suivante, Eric. La même chose, donc, si à l'issue du diagnostic qui est réalisé par l'intervenant, alors le diagnostic est obligatoire, l'entreprise a des investissements qui ne sont pas spécialement listés dans les autres aides, par exemple dans l'aide COVID, parce qu'elle a mis en place des choses qui vont bien au-delà de ce qui est prévu dans l'aide COVID, ou parce qu'elle a mis en plus d'autres choses que les simples investissements prévus dans le COVID, elle peut bénéficier de 40% d'accompagnement sur les factures qu'elle présentera. Et puis, en plus, 50% sur les formations liées à l'utilisation des équipements. C'est l'option 3. L'option 1 est obligatoire. Le cumul des trois options, option 1, option 2 et option 3, est plafonné à 25 000 euros. Alors, aujourd'hui, on peut dire que, alors bien sûr, dans cette période particulière de risque sanitaire, on passe à la dernière page, pour faire vos dépôts de demande d'aide, vous envoyez un mail aux deux adresses mail qui sont indiquées, subventionentreprise@cgss-martinique.fr ou prévention972@cgss-martinique.fr. Aujourd'hui, chaque dossier est étudié de façon très minutieuse pour répondre aux entreprises. Les contrôleurs du service prévention, franchement, font un travail extraordinaire pour toujours, des fois, me sollicitent beaucoup pour trouver toujours une solution pour permettre à l'entreprise au mieux de bénéficier d'aides financières. Encore faut-il que cette entreprise puisse répondre aux conditions d'éligibilité qu'ont évoqué M. Capgras. Et aujourd'hui, on va dire quasiment 100% des entreprises qui ont fait des demandes et qui sont éligibles ont trouvé satisfaction à leurs demandes. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si M. Capgras a quelque chose à rajouter. Simplement qu'il faut dire qu'ils peuvent, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça m'a dit, récupérer le formulaire de demande concernant la subvention au COVID sur le site de la DRP en passant par le lien. Merci, Eric. Alors, si je peux montrer à quoi ça ressemble, je sais pas, je veux changer de diaporama. Montrer autre chose, Miguel. Est-ce que tu as déjà le diaporama? La page est ouverte? Il me semble, oui. Partager l'écran et tu retrouves l'onglet que tu veux afficher. Alors, je profite aussi pour dire que la liste des cabinets conseils qui peuvent accompagner les entreprises se trouve sur notre site Internet. Donc, dans la partie, l'onglet formation, il suffit de cliquer dessus et il cherche formation action. Et je vais vous montrer tout à l'heure si vous le souhaitez. Voilà, M. Capgras, voilà, j'ai arrêté le partage, je vais m'en excuser, mais c'était pour vous permettre de reprendre un nouveau partage.
Miguel, est-ce que tu as le support que M. Capgra veut Non, partager? je ne l'ai pas sous la main. Non. C'est un support PDF. À la rigueur, le temps qu'il s'affiche, on peut peut-être prendre 2 ou 3 questions. Oui. Si tu veux me l'envoyer, Monsieur Cabra, par mail, enfin, tu peux me l'envoyer par mail. Comme ça, je vais le projeter. On peut prendre déjà des questions. Oui, on Et peut tout prendre à déjà quelques questions. Oui. Alors, une première question qui a été posée. Les équipements permettant le nettoyage des sols de type nettoyeur vapeur sont-ils éligibles? Alors, dans la partie nettoyage, désinfection, alors c'est quel secteur d'activité? Question aux La participants. personne Est-ce n'a que pas vous précisé. pouvez… En Non, c'est pas principe, bon, précisé. en principe, je pense que l'acquisition d'un matériel spécifique pour le nettoyage des sols sera prise en charge dans l'aide nationale COVID. Oui, ça reste un investissement de toute façon. Donc, sur le Ça reste un principe, ça investissement passe. spécifique pour le nettoyage, pour l'assainissement des espaces de travail. Alors, l'acquisition du matériel, je pense que ça doit être une motobrosse ou quelque chose qui permette de faciliter le nettoyage du sol. Si c'est un matériel, la formation du personnel à l'acquisition du matériel, bien sûr, peut être prise en charge aussi. Plus, il ne faut surtout pas oublier les consommables. C'est-à-dire que, bon, vous achetez un matériel, si c'est un produit particulier que vous devez mettre dans la machine pour pouvoir nettoyer et désinfecter les sols, il faut envoyer aussi ces factures-là. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, bon, M. Cabra a parlé du plafond minimum. Malheureusement, j'ai dû rejeter un certain nombre d'aides parce que les entreprises n'arrivaient pas à accéder au plafond minimum. Donc, mettez le maximum de choses dans vos demandes d'aide financière et nous essaierons au mieux de pouvoir intégrer donc l'acquisition de cette monobourse. Aucun problème. OK. OK. Effectivement, il faut bien évaluer votre besoin. C'est une recommandation pratique aussi à laquelle je peux me joindre, à laquelle nous pouvons nous joindre en tant que CCI. Pensez à tous les investissements et toutes les dépenses dont vous aurez besoin sans évidemment surévaluer, mais pour être au plus près possible de la réalité et voilà, être sûr d'avoir vraiment tout intégré. Le DUERP aide aussi à ça, en fait, si je peux me permettre de rebondir là-dessus. Le document unique vous aide aussi à évaluer les investissements qui seront à réaliser pour vous assurer de la sécurité sanitaire, de la sécurité et de la sécurité sanitaire notamment de vos salariés. Alors, j'ai vu une question, je Oui. me permets, monsieur. J'ai vu le secteur d'activité est-il indispensable à l'analyse? Effectivement, en fonction du secteur d'activité, alors c'est pour ça que j'ai posé la question, quel type de secteur d'activité? Des fois, ça peut nous apporter les idées quand on a le secteur d'activité, mais en général, on a cette information dans la demande. Comme l'entreprise nous a transmis le numéro de SIRET, donc on sait quel secteur d'activité, et ça permet de mieux justifier l'investissement. C'est-à-dire que si toutefois un collègue doit défendre ce dossier et le porter en expliquant l'utilisation qui est faite, la façon dont les professionnels utilisent l'équipement, ça permet de mieux justifier des fois et de comprendre l'intérêt de cette acquisition pour l'activité. Parce que bon, nous avons des activités des fois qui sont spécifiques par rapport au territoire national. Et nous avons aussi des échanges que nous menons régulièrement sur cette aide financière avec la Caisse nationale d'assurance maladie, puisqu'il s'agit d'une aide nationale. Donc, des fois, on peut faire remonter des observations justement pour leur dire, bon, attention, ça, c'est un équipement qui est nécessaire et indispensable dans tel secteur d'activité. Donc, il doit faire l'objet d'un accompagnement financier. Alors, je ne sais pas quelle autre question qu'il y avait. Oui, alors, j'en prends une autre. Enfin, il y a 2 questions qui sont plus ou moins liées.
Enfin, non, elles ne sont pas vraiment, non, elles ne sont pas totalement liées. Attendez, je reviens sur. Est-ce qu'un moratoire en cours, une entreprise ayant un moratoire sur le paiement de ses charges sociales, est-ce que le dossier est acceptable? Est-ce qu'il est éligible? Alors, sur les problématiques de cotisation, hein, effectivement, nous sommes dans une période particulière avec un ralentissement administratif. Il est possible que l'entreprise puisse avoir un retard de paiement de ses cotisations, qui a d'ailleurs été accordé, donc retard de paiement de ses cotisations pendant la période du confinement. Effectivement, si elle a un moratoire en main et qu'elle n'a pas pu payer les choses régulièrement par rapport à ce moratoire, là aussi, ça peut être un cas particulier à étudier en fonction du montant du moratoire, en fonction du retard de paiement, du volume du retard de paiement. Toutefois, on essaie, dans le contexte particulier actuel, de permettre à l'entreprise d'accéder au maximum à l'aide financière. Donc, bon, c'est du cas par cas. Je ne peux pas répondre que systématiquement tous les moratoires seront acceptés parce que, bon, il y a. Mais en général, on essaie de faire au mieux pour pouvoir répondre à une demande favorable, même avec un moratoire lié aux cotisations sociales. OK. Donc, déposez quand même le dossier, faites la demande et il aura une instruction particulière dans le cadre de cette crise. Voilà. Autre question qui est posée. Alors, peut-être pas reprendre toute la question, mais la question, c'est si comme investissement à réaliser, nous n'avons que des masques, des visières, des solutions hydroalcooliques, est-ce qu'il est possible quand même de solliciter l'aide? Si finalement, ce ne sont pas des investissements, voilà, Alors, il faut savoir que l'assurance maladie, c'est la première fois, hein, c'est vraiment quelque chose d'historique, qu'elle couvre une aide financière sur l'acquisition d'équipements de travail, d'équipements de protection individuelle, pardon, équipements de protection individuelle. Ça, c'est la première chose historique. La deuxième chose, c'est que c'est la première fois aussi que l'assurance maladie accompagne financièrement les travailleurs indépendants. C'est vraiment quelque chose de nouveau. La période du COVID a permis l'accès à ces deux demandes d'aide et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'opposition au niveau national sur ces sujets-là. Toutefois, de certaines personnes qui n'étaient pas prêtes à financer des équipements parce qu'ils considèrent que c'est des mesures réglementaires qui font l'objet d'obligations de l'employeur. L'entreprise qui a investi que dans des équipements de protection individuelle doit se poser la question, est-ce que c'est suffisant? Parce que je pense que, compte tenu du contexte, il y a peut-être très certainement des choses encore à améliorer, comme des points d'accès à l'eau, les points la mise en place de plots avec des barrières pour empêcher gérer mieux des fils, par exemple, des fils d'attente ou de la circulation. Le simple fait de mettre en place des marquages au sol, etc. Je pense qu'une entreprise aujourd'hui a la possibilité de montrer qu'elle investit sur des mesures de distanciation ou encore des mesures barrières. Malheureusement, pour répondre plus précisément à la question, l'aide financière sur les équipements de protection individuelle ne sont possibles que si l'entreprise a fait l'investissement sur des mesures barrières. Et je pense qu'une entreprise aujourd'hui peut justifier de ça. Et si elle ne l'a pas fait, bon, je ne pense pas que ce soit des choses qui soient très chères et bénéficier d'aide financière. Il y a aussi l'acquisition de moyens liés à la désinfection. On en discutait ce matin, M. Capgras et moi, quand l'entreprise, par exemple, achète un système de distribution centralisé de gel hydroalcoolique,
On considère maintenant, là, au départ, ce n'était pas le cas, la Caisse nationale considère que ça fait partie des mesures barrières. Et donc, une fois que l'entreprise fait l'acquisition de ce moyen de distribution, qui sont proposés quand même par pas mal de fournisseurs régionaux, elle peut bénéficier des équipements, de l'aide financière sur les équipements de protection individuelle. Mais malheureusement, si elle n'a acheté que des masques et qu'il n'y a que ça comme justificatif, elle ne pourra pas bénéficier de l'aide financière. Mhm. Je ne sais pas Oui. s'il y a d'autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres Oui, ça se questions. tient. Alors, une autre question. Effectivement, après, ça dépend des secteurs d'activité. Je prends le cas enfin, pour revenir encore un peu sur la question. Si on est sur une activité vraiment de plein air, alors oui, ça peut être aménagé des points d'accès à l'eau avec des cordages, ça peut être des choses comme ça aussi. Oui, Euh, effectivement, l'activité en plein air, hein, bon, on a le bâtiment travaux publics, les locaux pour les vestiaires, les points d'eau pour se nettoyer les mains, les cordages pour délimiter les zones. Alors, bien sûr, les masques, visières, gants, tout ce qui va avec mesures de protection individuelle sont prises en charge. Même si l'activité est en plein air, les mesures peuvent être prises en charge. Il n'y a que M. Cabral a précisé en début de diapo que le secteur hospitalier public qui n'est pas concerné par cette aide financière. Ok. Je prends encore une petite question avant de revenir sur votre support, M. Cabra. La formation risque Covid pour les salariés du service à la personne peut-elle être prise en charge? Là, la formation? Risque Covid. C'est une formation qui est dispensée par quel organisme? C'est risque Covid. Alors pas dans le cadre de l'aide. Maintenant, bon, pour expliquer, nous, on peut financer l'acquisition d'un équipement qui est lié à la formation qui va avec. Par exemple, vous allez voir un fournisseur d'équipements, par exemple, le dispositif que vous disiez tout à l'heure pour le nettoyage du sol. La vapeur. La machine à vapeur. Dans le cadre de cette formation, l'entreprise a peut-être, de l'acquisition de ce matériel, l'entreprise a peut-être renforcé la connaissance du risque COVID par une petite formation. Mais en disant que c'est une formation qui est liée, et c'est une réalité, à l'utilisation de l'équipement dans le cadre du contexte COVID-19, en disant que pour pouvoir utiliser cet équipement et bien l'utiliser, cette formation a été réalisée et nous, on prendrait en charge la formation. Mais il faut l'adosser à l'équipement de protection individuelle. Maintenant, sur la formation des référents COVID, à l'acquisition de l'équipement de travail. Oui, l'équipement de travail, excusez-moi. Maintenant, pour la formation des référents COVID, parce que dans certains secteurs d'activité, il est demandé une formation spécifique de référents COVID. La formation référent COVID, l'entreprise peut aller très rapidement sur le site de l'Institut national de recherche de l'INRS, et il y a un webinaire qui est très bien fait sur le risque COVID, comment le prévenir, les bonnes pratiques, comment il se propage, etc. Ce webinaire peut servir aussi bien à la formation des référents qu'à la formation. Et le référent peut s'inspirer pour justement sensibiliser les salariés. Donc, mais aujourd'hui, pour qu'on puisse financer, pour répondre précisément à la question, pour qu'on puisse financer la formation, il faudrait l'adosser à l'acquisition d'équipements de travail. Ok, donc oui, ça passe. En fait, c'est, comment dire, je ne sais pas exactement comment se présente le dossier, mais si je comprends dans ce que vous dites, si j'essaie de lire un peu entre les lignes, il faut vraiment présenter
une stratégie de sécurisation sanitaire de l'espace, en fait. Tout à fait. C'est ça. En fait, il Voilà. faut que tout ça soit cohérent. Voilà. Les différentes dépenses peuvent être éligibles, mais il faut que ça s'inscrive, enfin, que ça soit vraiment présenté comme un projet. Comme un Alors, projet avec… effectivement, merci de rebondir dessus. L'entreprise peut, dans la demande, apporter les éléments d'explication en disant qu'effectivement, cet équipement n'a pas été intégré n'est pas couverte en principe par la demande d'aide. Toutefois, elle a permis de mieux utiliser les équipements, ou encore si toutefois l'entreprise, par exemple, on a parlé de certaines mesures ce matin, on parlait, M. Cabré et moi, des distributeurs hydroalcooliques, en expliquant que le fait de faire l'acquisition du distributeur hydroalcoolique permet d'assurer la systématisation de la désinfection des mains et donc une meilleure protection des salariés, etc. Donc, il faut quand même essayer d'enrichir la demande quand on a un doute sur l'accompagnement financier. Ça nous permet, nous, d'aller puis d'éviter les échanges parce que ce n'est pas très simple. Aujourd'hui, on ne peut communiquer essentiellement que par mail. Nous sommes encore en télétravail, donc on ne communique pas avec les chefs d'entreprise ou les personnes qui ont posé la demande par mail. Donc, si on a un certain nombre d'éléments d'explication dans le mail qui est transmis et qui est joint à la demande, ça nous permet, et vraiment, comme vous étiez en train de le dire, dans un contexte de projet d'entreprise. C'est ça. Donc, en fait, tout se défend, entre guillemets. Tout se défend. Tant que c'est cohérent. Alors, j'ai encore quelques questions. Je vais les prendre rapidement. Secteur d'activité, oui, il faut le préciser. Formation, ok, oui. Nous proposons de la désinfection par brumisation en injectant des produits désinfectants dans le système. Est-ce que c'est éligible? Désinfection par brumisation. Oui, le système de brumisation, donc l'entreprise a investi sur un brumisateur. Bon, après, ça dépend du contexte de l'entreprise. Un brumisateur peut faire l'objet d'un accompagnement financier si effectivement ça permet de désinfecter, puisque par rapport, par exemple, une entreprise qui en mettrait un produit type Javel ou autre ou désinfectant par rapport au secteur et qui permettrait de désinfecter un certain nombre de zones ou d'équipements de travail où les salariés seraient en contact, ça pourrait faire l'objet d'un investissement. Voilà, les surfaces de travail, ça pourrait faire l'objet d'un accompagnement financier. Le système de brumisation, plus, il ne faut pas oublier de le mettre, ça fait partie d'un package, le consommable, donc le désinfectant qui est lié avec le système de brumisation. Oui. Et si je suis un peu la logique, s'il y a de la formation associée à ce système, on met aussi la formation dedans. On met la formation dedans. Voilà. Okay. Alors maintenant, ça peut être une formation, ça aussi, il faut être adroit. Hein? Ça peut être, si c'est une formation, par exemple, qui a servi à un ensemble de postes de travail. Et à la lecture de la demande, on voit qu'il n'y a pas les moyens justifiés. Il faut l'adosser au brumisateur en disant que c'est une formation sur l'utilisation du brumisateur et ça nous permet de l'intégrer directement dans la formation. Même si, de toutes les façons, notre métier, ce qu'il faut comprendre, c'est faire de la prévention. Et tout ce qui va dans le sens de la protection des salariés, et si l'entreprise est allée même au-delà de ce qu'on lui demande la réglementation, au-delà en termes de bonnes pratiques et d'exemplarité, nous, on va tout faire pour… ce n'est pas toutes les entreprises qui forment leur personnel dans cette période. Donc, former dans la période complexe que nous vivons, ça fait partie des choses exemplaires. Donc, on va trouver une astuce pour pouvoir le faire financer. Exact, ok. Ok, c'est assez parlant. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, encore quelques questions, mais celle-ci, on peut peut-être aller vite. Non, ça c'est ok. Kit sanitaire mobile et kit de distanciation dans l'habitacle d'un véhicule utilitaire. Oui, a priori. Oui. Ok. Oui. Alors,
Aménagement de bureaux permanents, type sas d'accueil avec hygiaphone. Oui, Ah a oui, ça priori oui. aussi. Ah oui, il n'y a pas de problème. OK. Alors, est-ce qu'il y a accès à un document récapitulatif de cette formation? On a pour tradition de fournir les supports. Monsieur Capgras, vous m'avez confirmé qu'il n'y a rien de, enfin, toutes les informations peuvent être diffusées aux participants. Oui. Tout ce que je Donc, donnais là, oui. oui, donc du coup, le support sera transmis dans le replay du webinaire qui sera mis sur la page Facebook de la CCI dans les prochains jours. Donc, restez connectés à la page Facebook et au compte YouTube et vous allez retrouver les supports. Ce sera aussi mis sur le site de la CCI Martinique, avec une fois aux Alors, questions pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Attends, Amic, je voulais rajouter à l'exemple que tu as pris, Hygiaphone, par exemple, que si l'entreprise fait l'acquisition d'Hygiaphone et, par exemple, de gel, etc., de masques, elle pourra être aidée également sur les masques et le gel. Puisque c'est une mesure de barrière de distanciation physique qui sera accompagnée par une option d'équipement individuel. Par contre, oui. si l'entreprise avait fait l'acquisition uniquement d'un distributeur de gel, elle ne peut pas bénéficier avec ce distributeur de gel de l'acquisition de masques, etc. C'est-à-dire que le poste permanent de nettoyage des mains n'est pas une mesure de barrière physique. OK. OK, d'accord. Ce sont j'essaie de non, parce que j'insiste là-dessus parce qu'il y a eu des petits je sais que les employeurs se sont posés des questions là-dessus. Donc, c'est les équipements individuels, donc masques, visières, etc., la recharge du gel hydroalcoolique, tout ça ne seront pris en compte que s'il y a une mesure barrière avec. Par exemple, un hygiaphone, comme tu as dit, un plexiglas pour séparer deux postes, etc. Mais il faut qu'il y ait au moins une mesure barrière. OK. Alors, OK. vous avez bien vu que, en fait, les aides financières, en général, ce qu'on constate du retour d'expérience que j'ai sur cette aide financière au jour d'aujourd'hui, c'est que les montants d'investissement sur les équipements, des fois, sont inférieurs au plafond que M. Capgras a évoqué. Donc, il faut vraiment que l'entreprise Au minimum, tu veux dire? Au minimum. Ils sont inférieurs au minimum que j'ai évoqué. Voilà, évoqué. Donc, pas au plafond, minimum. Donc, il faut vraiment que l'entreprise prenne tout ce qu'elle a mis en matière d'investissement. Des fois, on a des plots qu'on a achetés, on n'aimait pas, on a des éléments que l'on a acquis. Il faut qu'elle récupère l'ensemble de ces factures et qu'elle nous les transmette. Avant de vous quitter, je voulais quand même vous montrer sur le site de la DRP, si vous pouvez aller dessus, où se trouve la liste des consultants pour que vous puissiez savoir où elle se trouve. Je ne sais pas qui à la manette. J'y retourne, c'est moi, j'y suis. Voilà. Mais pourquoi est-ce que le site ne s'affiche plus? Et voilà, donc parce que bon, ce sont des aides qui vont jusqu'à 10 000 €, mais il y a peut-être des entreprises qui ont investi du matériel très lourd. Et à ce moment-là, il faut qu'elles passent par l'aide du consultant pour pouvoir faire un diagnostic spécifique. Donc, alors, vous sortez de la partie aide financière et vous allez sur l'onglet formation en haut, jusqu'en haut. À gauche. Voilà. Donc, sur l'onglet formation, vous descendez et vous allez voir, descendre encore, voilà, un petit peu. Formation réalisée par, alors, remonte un petit peu, excusez-moi. Voilà, vous étiez dessus. Oh là là. Il faut aller sur la partie formation confiée à des organismes régionaux. Voilà. Donc, formation confiée à des organismes régionaux. Et là, vous tapez sur formation action Prév Plus. Donc, cliquez dessus. Vous descendez en pied de page. Donc, on présente un peu la formation, les différents thèmes. Et vous avez en pied de page la liste, si vous remontez un peu, de tous les intervenants. Ce sont les noms là. Donc, ce sont toutes les personnes qui sont là, qui peuvent accompagner les entreprises, donc ils sont à peu près une trentaine, qui peuvent accompagner les entreprises pour réaliser des diagnostics un peu plus précis, réaliser des fiches de poste, etc.
Voilà. Donc, ce que je conseille aussi aux entreprises, c'est de toujours passer par le principe de 3 demandes, de faire une analyse de ce qu'on appelle des besoins par rapport à la demande et puis de faire la sélection de leurs fournisseurs en tenant compte bien sûr de la qualité du service, du prix et de ce rapport. Voilà. Oui, alors je vais prendre peut-être deux dernières questions. Les aides, quelles sont les aides pour les entreprises de plus de 50 salariés? Désolé du délai de traitement de la question. Les aides pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, les aides pour les entreprises de plus de 50 salariés, alors on a les subventions TPE dont on a parlé cet après-midi. Comme l'a rappelé M. Cabral, ça arrête jusqu'à 50 salariés. Au-delà, 49. 49. 49 en 6 rangs. C'est bien ça. Section oui. et 6 rangs. C'est-à-dire, un 6 rangs peut couvrir plusieurs SIRET, plusieurs établissements. Donc, on est sur le 6 rangs. Maintenant, quand le 6 rangs dépasse les 49 salariés, l'entreprise a la possibilité de bénéficier d'un contrat de prévention. Le contrat de prévention va jusqu'à 199 salariés. Toutefois, il faut que le secteur d'activité soit couvert par une convention nationale d'objectifs. Autrement, une entreprise qui a vraiment fait des choses très exemplaires en matière de prévention, très innovante, vraiment une entreprise qui est vraiment bien en termes de prévention, si elle n'a droit à, au-delà, je parle d'au-delà des 200 salariés, si elle n'a droit à aucune possibilité de bénéficier d'une aide financière, à ce moment-là, elle peut faire une demande de minoration du taux de cotisation. Et la demande de minoration du taux de cotisation peut lui apporter un intérêt fort si son dossier est validé et accepté par les partenaires sociaux. Donc, c'est un dossier qui va passer dans au comité, excusez-moi, au comité technique régional chez nous, et ce dossier peut faire l'objet d'une minoration de son taux de cotisation et ça peut être intéressant dans certains cas. Ok, d'accord. C'est bon à savoir, la procédure est la même que pour une demande classique? Oui, elle envoie sur la boîte, les 2 boîtes mail que j'ai transmis. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de formulaire. Il n'y a pas de formulaire particulier. Voilà. Ok, d'accord. Elle envoie un mail simple, elle explique un peu, je souhaiterais bénéficier d'une minoration de taux de cotisation, mais il faut vraiment que ce soit exemplaire. Hein. Ne nous engorgez pas avec, il faut que ce soit exemplaire, etc. Et à ce moment-là, on étudie, on va envoyer, le contrôleur de secteur va étudier la demande de l'entreprise et si vraiment il y a de quoi, il y a matière à ce qu'elle bénéficie de cette minoration, ce dossier est présenté en instance et l'instance donne son avis. Allô? Allô? Ça s'est figé. Miguel, je pense que c'est monsieur. Oui, je vous entends, mais l'écran s'est figé 2 secondes. C'est bon, on est à nouveau ensemble. On est là. Oui, c'est bon. Ouais. Ok. Désolé, c'est mon écran qui s'est coupé. Petit problème de connexion. Donc, ok, il faut que la démarche soit vraiment exemplaire. Alors, je propose qu'on rappelle, je vais prendre une dernière question et puis en fin de webinaire, on va rappeler les adresses mail pour pouvoir poser les questions et formuler les demandes. Une dernière question, donc, est-ce qu'il est possible de joindre en complément du formulaire pour Prév Plus une petite note explicative? Une petite note explicative du projet. Oui, tout à fait. Oui. L'entreprise peut apporter des éléments d'explication, une petite note qui explique un peu son projet, l'intérêt du projet, transmettre à l'adresse. La personne qui va recevoir le dossier, de toute façon, va solliciter l'agent de secteur et ce seront des éléments
qui viendront apporter des informations précises sur la situation de l'entreprise au contrôleur de secteur. Et effectivement, ça va permettre d'apporter dans la réponse plus de précision. Ok, très bien. Très bien. Ben, du coup, je Alors, vous remercie pour... Oui, je vous laisse compléter. Je profite pour rappeler, l'entreprise qui est déjà en contact avec son contrôleur de secteur, bon, il y a M. Cabra, M. Maïmoutou, Mme Regina Sellor, Mme Chenard, M. Gunem, il y a aussi M. David Herté, puis bientôt il y en aura un nouveau, M. Amaury. Donc, l'entreprise qui est déjà en contact avec son contrôleur de secteur peut déjà affiner sa demande avant de la faire avec le contrôleur et qui va l'aider à rédiger sa demande aussi. Des fois, c'est très intéressant de procéder comme ça parce que ça évite de faire des jeux d'échange de mails entre l'administration et l'entreprise. Donc, si elle a déjà un bon échange avec son contrôleur de secteur, elle affine sa demande avec le contrôleur et des fois, le contrôleur est déjà informé de la demande. Ça peut gagner en réactivité et en dynamisme. Et puis, c'est aussi l'occasion pour l'entreprise de connaître son contrôleur si elle ne le connaît pas et d'entretenir un lien privilégié avec lui. Alors, on parle de contrôleur parce que c'est un nom historique, mais ce sont avant tout des conseillers auprès des entreprises. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le service prévention reçoit beaucoup plus d'appels d'employeurs que de salariés. Voilà. Ok. Alors, je vous laisse, Monsieur Cabra, présenter le numéro, rappeler les deux emails, pardon. Les deux emails pour... C'est subvention pour les demandes d'aide. Oui, pour les demandes d'aide. Entreprise, il faut que je reprenne la main. CGSS. Oui, je te laisse. Vas-y. Enfin, je les note là, je les note dans la conversation pour que les participants puissent subvention au pluriel. Subvention.entreprise@cgss-martinique.fr. Ok. Et prévention 972@cgss-martinique.fr. Ok, merci. Ça, c'est le dépôt de la demande avec le formulaire. C'est-à-dire qu'ils envoient le formulaire à cette adresse mail. Avec toutes les explications qu'il faut. Oui, et pour les informations, donc vous les retrouverez sur le support et sur le site de la CGSS. Donc sur le site, on était dessus, je le rappelle rapidement, dap.cgss-martinique.fr. Vous retrouverez les critères, les seuils et toutes les informations liées à ces aides. Alors, une dernière question avant de vous laisser un mot de la fin, c'est le délai moyen d'instruction des dossiers. C'est long, pas long? Alors aujourd'hui, on a une personne qui s'en occupe, quasiment, il est tout le temps dessus, à plein temps. Le délai d'instruction, quand on a tous les éléments, que tout est précis, ça va très vite. Très souvent, ce qui peut prendre du temps, ce sont les échanges parce qu'on demande une pièce, l'entreprise n'a pas transmis les bons éléments, elle n'a pas transmis les bons éléments à la bonne date. Et des fois, les entreprises ne lisent pas, ne prennent pas connaissance du contenu précis des éléments. Donc, il faut qu'ils prennent le temps de lire la demande parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de réponse dans les aides financières, hein, donc des formulaires qui sont proposés. Donc, il faut qu'ils prennent le temps de lire. Et effectivement, quand l'entreprise nous transmet un dossier complet, on peut dire que le délai de réponse est de l'ordre du mois. De l'ordre du mois. Ok, de l'ordre du mois, ok, d'accord. Selon la clarté, clarté du dossier. Si on a tous les éléments. Ok, très bien. Du coup, il me reste à... Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous sommes... il est déjà 17h26. Donc, je vous laisse la parole, messieurs. Je vous remercie tout d'abord au nom de la Chambre de commerce et aussi de la part des participants pour vos interventions très claires. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour un mot de la fin. Ce que je peux dire, je vais laisser Eric. Non, je te laissais là, justement. Vas-y. Non, moi je veux juste remercier la CCI et justement les participants
d'avoir pu suivre ce webinaire, en espérant qu'on leur apporte réponse à la question qu'ils se posaient. Mais si ça n'a pas été le cas, nous restons toujours disponibles pour pouvoir y répondre. Merci. Alors, ce que je peux rajouter, donc, on remercie bien sûr la Chambre de commerce. Je remercie Eric qui a beaucoup travaillé avec la Chambre sur ce webinaire. Je remercie tous les participants et les questions de leur présence et des questions qui ont été posées pour nous permettre, nous, de pouvoir apporter les meilleurs éléments de réponse aux entreprises. Ce que je peux rajouter sur le mot de la fin, c'est que bon, nous sommes un organisme social. Aujourd'hui, nous sommes bien conscients que les entreprises sont dans une période particulièrement difficile. Même si l'entreprise reçoit de notre part, parce que le dossier manque un certain nombre d'éléments, un rejet, il faut qu'elle reste en contact avec nous et qu'on puisse trouver avec elle les éléments pour pouvoir l'accompagner. C'est vraiment notre rôle et notre mission aujourd'hui de maintenir les activités professionnelles, que les salariés puissent bénéficier aussi du maximum de protection dans le cadre de leur travail et surtout faire en sorte que chacun, salarié et employeur, se retrouve à leur travail comme nous l'étions avant, attachés à nos activités et à la tâche. Voilà. Tout ça dans des bonnes conditions et en bonne santé. Effectivement, merci beaucoup. C'est tout ce que l'on peut se souhaiter. Donc, je remercie à nouveau les participants de votre présence et de votre participation et des questions posées. Comme déjà, donc pour information, merci à M. Capgras et merci à M. Jacques aussi, à la CGSS. Pour information, donc le cycle de webinaire pendant le Covid, on avait un cycle de 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi. Je ne peux pas encore annoncer le prochain webinaire. Ce cycle sera bientôt mis à jour. Ce que je peux vous inviter à faire, vous qui suivez nos webinaires régulièrement, c'est à rester connecté toujours sur le site de la CCI, sur la page Facebook notamment, pour être informé des prochains webinaires que nous tiendrons. Et aussi, autre point d'information important, pour mettre en place les mesures qui s'imposent et secteur par secteur, nous aussi avons un rôle de conseil. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au 0800 28 10 28 ou au 55 28 00 pour être accompagné sur ces sujets-là aussi. Merci à vous tous, merci à toutes et à très bientôt. L'esprit gagnant, CCI Martinique.